cette époque, figurait comme une composante essentielle dans le programme qu'il dessinait alors pour la physiologie générale. Mon objectif aujourd'hui, avec vous, c'est de déterminer ce qu'implique le concept bernardien de radical physiologique de la vie et quel serait le profil des lois physiologiques se rattachant à de tels éléments histologiques. Cette notion de loi physiologique m'apparaît très, très importante dans cette affaire. C'est lorsqu'il projette de fonder théoriquement la physiologie générale et de lui fixer des territoires à conquérir que Bernard élabore sa conception des éléments biologiques comme radicaux physiologiques de la vie. Le programme bernardien de constitution de la physiologie générale, selon le rapport, implique l'obligation de centrer la recherche sur les propriétés physiologiques des éléments histologiques. Selon l'objectif affiché, il s'agit d'appliquer aux processus vitaux dont ces éléments sont le siège les moyens de l'analyse expérimentale afin d'établir par quel mécanisme ces processus se réalisent. Ces processus propres aux éléments sont identifiés comme constituant des propriétés physiologiques. Les expliquer consiste à établir les déterminismes physico-chimiques sui generis qui les caractérisent. Il s'agit donc de formuler des hypothèses sur les mécanismes en jeu dans la production des phénomènes physiologiques et de les soumettre au contrôle expérimental le plus rigoureux. Par ce moyen, on peut espérer parvenir à la loi de production de ces phénomènes à partir de leurs conditions matérielles de manifestation. Tel est le projet que signale une déclaration de principe que vous avez, c'est la troisième citation. L'objet de la physiologie générale est précisément de déterminer par l'analyse expérimentale les propriétés physiologiques élémentaires des tissus afin d'en déduire ensuite d'une manière nécessaire l'explication des mécanismes vitaux. Les explications ainsi visées doivent correspondre aux lois effectives des phénomènes considérés, c'est-à-dire à des lois qui rattachent ces phénomènes aux conditions matérielles de leur manifestation, conditions sur lesquelles l'expérimentateur peut agir. Les mêmes phénomènes peuvent être rapportés par ailleurs à d'autres lois que Bernard qualifie de contemplatives. Celles-ci portent sur autre chose que les seules conditions matérielles de production. Pensons ici aux caractéristiques de forme des organismes qui relèvent de leur organisation et découlent de la genèse de cette organisation dans le temps. Pourquoi ces lois morphogénétiques sont-elles dites contemplatives? Le physiologiste est en mesure de les appréhender en se représentant le dessin que les structures organiques semblent réaliser. Il peut ainsi s'en forger une idée qui corresponde aussi exactement que possible aux données qui les décrivent. Il ne saurait toutefois recréer l'organisation même dont il étudie les conditions d'exercice, ni en reconstituer la genèse historique d'après des modèles répondant aux conditions actuelles de la validation expérimentale. Bernard souscrit à l'idée selon laquelle tous les phénomènes résultant de l'organisation vitale s'accomplissent par des processus répondant à des déterminations physico-chimiques. Mais se représenter le vivant selon le projet de développement qu'il incarne implique de faire appel à des ressources conceptuelles qui ne sauraient référer aux simples propriétés physico-chimiques. Toutefois, les phénomènes issus de ce projet d'organisation peuvent donner lieu à une analyse en termes de dispositifs matériels. On doit pouvoir en rendre compte à l'aide de modèles conformes aux lois de la nature inorganique. Il s'agit alors d'identifier les propriétés vitales qui fondent l'organisation des vivants dans leur ordre, puis d'en expliquer les conditions de manifestation suivant les déterminismes en jeu. Traitant des phénomènes d'organisation en devenir, Bernard déclare, c'est la quatrième citation, « Les phénomènes de cet ordre me semblent bien de nature à démontrer que la matière n'engendre pas les phénomènes qu'elle manifeste, elle n'est que le substratum et elle ne fait absolument que donner aux phénomènes leurs conditions de manifestation.
C'est pourquoi ces conditions doivent être soumises à un déterminisme absolu et rigoureux qui constitue le principe fondamental de toutes les sciences expérimentales. Pour Bernard, ce qui compte, c'est déterminer les structures organisées minimales auxquelles se rattachent les propriétés physiologiques et qui constituent le terme ultime de l'analyse des processus vitaux. Comme ce sont ces propriétés qui l'intéressent au premier chef, il concentre l'étude sur les structures élémentaires où ces propriétés se manifestent de façon particulièrement distincte et non sur les structures qui en seraient la source à des stades préliminaires du développement organique. Car à ces stades, les propriétés se révèlent plus indistinctes les unes des autres qu'au terme, à la fin de l'embryogenèse et du développement. Dans l'organisme en développement, les tissus spécialisés se forment plus tardivement que les tissus génériques et, pourrait-on dire, aux dépens de ceux-ci. Les propriétés fonctionnelles, confusément mêlées dans les premiers, se détachent suivant leurs caractéristiques propres dans les derniers. Il faut donc considérer les éléments histologiques, comme il le dit, dans leur parfait développement anatomique et physiologique. Se tourner dans tous les cas vers les radicaux physiologiques distincts. On aurait donc à retracer ces radicaux dans les formes les plus accomplies résultant des transformations morphologiques survenues depuis la formation des blastomères de l'œuf fécondé. Le cheminement analytique du physiologiste apparaît à cet égard constituer une inversion de celui de l'histologiste cellulaire, tentant de remonter, lui, des formes dérivées au morphotype originaire qui en révèle la provenance avant transformation. Schwann, par exemple, formulait le premier principe de la satorie cellulaire, celui de la formation universelle de tous les tissus à partir de cellules, en établissant la dérivation des formes évoluées d'apparence non cellulaire depuis les cellules embryonnaires correspondantes. Si l'on pose que l'objet d'analyse de la physiologie est l'élément histologique, celui-ci apparaît tel en raison de ses propriétés. Or, les propriétés de ces éléments sont multiples et diverses. Elles forment cependant un système hiérarchique pour chaque élément. C'est la 5e citation. Pour établir l'autonomie physiologique d'un élément, la physiologie générale tient compte de tous les caractères, mais elle les subordonne nécessairement et elle met toujours au premier rang les caractères physiologiques, c'est-à-dire les propriétés spécifiques. Bernard tente à identifier au sommet de la hiérarchie ce qu'il appelle les propriétés vitales autonomiques. On ne peut les réduire aux propriétés qui fondent les conditions physico-chimiques d'activité des éléments. Traitant des éléments musculaires et nerveux, il soutient que les propriétés vitales, c'est la 6e citation, ont besoin pour se manifester de la présence des propriétés physico-chimiques, mais qu'elles ne sont point directement engendrées par elles. Par ailleurs, il attribue à ces mêmes éléments, à la lumière des phénomènes qui les caractérisent, des dispositifs aptes à produire ces phénomènes. Ces dispositifs interagissent avec le milieu où s'insèrent les éléments histologiques par des actions et réactions conformes aux lois qui régissent les corps inorganiques, mais les phénomènes fonctionnels ainsi réalisés traduisent pour chaque type de structure élémentaire une propriété vitale qui en constitue la raison suffisante. Bernard se sert de la notion d'organisme élémentaire qu'il a emprunté à Wilhelm von Brücke pour signifier cet élément histologique qui comporte des dispositifs complexes, engendre des processus vitaux, agit et réagit suivant des mécanismes physico-chimiques. Bernard a fourni par exemple la justification suivante. 7. L'élément musculaire et les éléments nerveux sensitifs et moteurs nous présentent un grand nombre de phénomènes vitaux distincts et caractéristiques pour chacun d'eux, ce qui prouve qu'ils constituent de véritables organismes alimentaires. Si l'on tient compte du fait que les éléments histologiques des muscles et des nerfs détiennent des propriétés opératoires physico-chimiques en raison même de leur organisation et que cette organisation conditionne la manifestation des propriétés vitales proprement dites, on peut en inférer que les radicaux de la vie sont des organismes élémentaires. Ceux-ci sont présents sous forme de cellules ou de tout autre élément histologique susceptible d'exercer des fonctions équivalentes aux fonctions cellulaires. Ces organismes élémentaires apparaissent tels en raison de leur dispositif interne et de leur capacité d'interaction avec les facteurs relevant de leur milieu propre.
Le sang exerce ainsi un rôle d'interaction avec les facteurs. Le sang exerce ainsi un rôle de déclencheur en ce qui concerne l'expression des propriétés vitales des éléments nerveux et musculaires. Et Bernard vise à établir que l'interaction qui se manifeste alors tient à des échanges nutritifs entre les éléments et leur milieu. Cette notion d'échange nutritif est capitale puisqu'elle indique une condition sine qua non de vie élémentaire pour tout élément, condition préalable aux opérations fonctionnelles spécifiques caractéristiques du type de structure concernée. Par ailleurs, c'est sous l'angle d'une analyse de ces échanges métaboliques qu'il est possible de rejoindre les conditions matérielles de manifestation des phénomènes vitaux, seules conditions sur lesquelles le physiologiste expérimentateur est prise pour établir les lois effectives des processus vitaux cellulaires. La discrimination des éléments les uns par rapport aux autres doit se faire sur la base de la fonction particulière exercée par l'élément, fonction qui se révèle par la réaction à un excitateur spécifique en provenance du milieu ambiant. Les propriétés physiologiques sont tenues pour discriminantes des types de structures élémentaires impliquées. Le fait de l'excitation spécifique en fournit la caractéristique expérimentale. C'est la 8e citation. Dès que le physiologiste voit un élément nerveux être impressionnable à un agent spécial, il doit reconnaître en lui un élément organique distinct. Cela se comprend car dès qu'il voudra expliquer les fonctions de cet élément, il sera obligé de tenir compte des différents excitateurs qui le font entrer en activité. L'autre trait fondamental, lié au rôle discriminant des propriétés autonomiques, tient au fait que l'intégration des types d'éléments histologiques résulte de leur, je cite, relation physiologique réciproque dans le jeu des divers mécanismes vitaux, ce que Bernard qualifie par ailleurs d'association fonctionnelle. Les éléments histologiques se combinent pour constituer des mécanismes organiques complexes. On a, semble-t-il, affaire à des structures plus englobantes, combinant des ensembles de ces dispositifs dont dépendent les diverses propriétés physiologiques élémentaires. La vie, déclare Bernard, vous n'avez pas cette citation, n'est au fond qu'un mécanisme. Elle ne s'entretient dans l'organisme que par l'activité fonctionnelle bien équilibrée de tous les éléments histologiques. Cette activité fonctionnelle équilibrée suppose, certes, la médiation du milieu intérieur, sans laquelle l'harmonie ne pourrait survenir entre les processus découlant des éléments individuels. Toutefois, elle suppose en même temps que les éléments conservent leur individualité propre, qui est liée à une relative autonomie de fonctionnement. Celle-ci dépend de l'organisation des dispositifs inhérents à l'élément et à la corrélation des phénomènes vitaux qui en résultent. Cette persistance d'individualité caractérise des entités qui se définissent comme des organismes élémentaires. Ces entités sont aptes à maintenir l'intégrité et l'activité intégrée de leur dispositif organique, tout en subissant les déterminations issues de la composition et des propriétés du milieu intérieur et tout en agissant à leur tour sur celui-ci. Tout se passe comme si des stimulations physico-chimiques provenant du milieu organique pouvaient provoquer des réponses adaptées de la part des dispositifs internes, suscitant des altérations de composition de l'élément et par voie de conséquence, des altérations compensatoires du milieu intérieur, ainsi que médiatement des modifications des conditions de subsistance et d'opération d'autres individuels organiques sises à distance dans le même milieu. Suivant cette présentation, le milieu intérieur ne saurait être créateur des éléments histologiques comme tels, voire comme cause productrice de leur structure propre et des dispositifs qu'ils intègrent. Rien ne s'apparente ici à la formation cytoblastémique des cellules selon la première théorie cellulaire, celle de Schleiden et de Schwab. Selon celle-ci, par hypothèse spéculative réductionniste, il était présumé possible que les membranes constitutives du noyau et de la cellule même résultent d'un processus de cristallisation. Excusez-moi. C'est la 9e citation. La physiologie générale, en nous faisant pénétrer par l'analyse expérimentale jusqu'aux conditions élémentaires organiques, nous montre que dans les actions en apparence les plus complexes, même dans les influences psychiques qui agissent sur l'organisme, il faut toujours en arriver à donner l'explication de la manifestation vitale extérieure par l'activité de certains éléments histologiques spéciaux qui réagissent sous l'influence des conditions physico-chimiques, bien déterminées. La notion
Merci. La notion d'élément dénote ici un complexe de dispositifs fonctionnels correspondant aux divers éléments organisés ultimes de l'analyse histologique. En même temps, cet élément est intrinsèquement corrélé à une certaine composition du milieu qui l'affecte et avec lequel il constitue une zone d'interaction particulière au sein de l'organisme. On peut donc présumer que le milieu intérieur possède une relative hétérogénéité de composition, ce qui est attesté par ailleurs chez Claude Bernard, et peut effectivement se présenter comme un ensemble de micro-milieux cellulaires intégrés. On rejoint ainsi la notion de territoire cellulaire développée dans la cellulaire pathologie de Virchow, ce dont témoignent d'ailleurs les préceptes de la médecine expérimentale, le manuscrit des préceptes de la médecine expérimentale. Bon. Le 5e chapitre du rapport est consacré au phénomène d'organisation et de connexion organique. Il y est question des systèmes tissulaires dont se compose l'organisme. Bernard s'y intéresse au rapport de la physiologie générale à la morphogenèse. Tous les tissus sont évidemment présentés avec leurs propriétés physiologiques spécifiques, mais avec insistance sur le fait que tous ces tissus connaissent des phénomènes de nutrition et de rénovation organique dont les cellules sont les agents. C'est la 11e citation. Bien que la sécrétion des tissus passifs puisse se distinguer par beaucoup de caractères de la formation des tissus actifs, on voit, quand on examine l'essence du phénomène, que l'évolution organique, c'est le développement évidemment, n'en diffère réellement pas. On pourrait à ce propos regarder tous les tissus et tous les liquides de l'économie comme des produits de sécrétion de cellules vitales en voie de régénération constante. Seulement, ces produits histologiques auraient des destinations variées. Bernard spécifie que la sécrétion peut contribuer à modifier la composition semi-fluide du protoplasme. Le produit de sécrétion peut aussi franchir à l'état fluide la paroi de la cellule et donner lieu au processus physico-chimique des sécrétions tant externes qu'internes, voire produire des sédimentations et autres dépôts intercellulaires caractéristiques des tissus passifs. Un schème théorique sous-tend cette analyse. Ce schème provient d'une interprétation de l'histologénèse cellulaire à la lumière, c'est l'expression de Claude Bernard, 12e citation, de lois organotrophiques dont la physiologie a le sentiment certain, mais qu'elle n'a point encore déterminé. À mon avis, Bernard conçoit que ces lois font partie de ce qu'il tient pour des lois, ou doivent faire partie, de ce qu'il tient pour des lois effectives, ou du moins feront partie de ces lois effectives, si la physiologie parvient pleinement à analyser les déterminismes régissant les phénomènes dont ces lois expriment l'enchaînement. Tel ne serait pas le cas de la loi embryogénétique à laquelle Bernard fait par ailleurs allusion et qui relèverait des lois contemplatives. Tout se joue autour des propriétés attribuées à la cellule primordiale en embryogenèse. D'une part, en effet, toutes les cellules de l'organisme proviennent de celle-ci par une dérivation dont le processus n'est pas encore vraiment explicité à cette époque. La scission cellulaire, le bourgeonnement, par exemple, sont évoqués. Mais à l'occasion, Bernard envisage aussi l'hypothèse d'une émergence de néoformations cellulaires par fusion de fragments de cellules provenant des deux organismes parentaux dans les cas de reproduction sexuée. Et comme nous l'avons vu, il suppose dans la cellule primordiale l'apparition d'un noyau détenant le pouvoir de développer de nouveaux éléments. D'autre part, il adhère à l'hypothèse interprétative suivant laquelle l'organisation vitale se réaliserait conformément à un dessein véhiculé par transmission héréditaire et inhérent à titre de dispositif créateur dans la cellule embryoplasmatique, ce qui n'est pas sans analogie avec les présupposés théoriques d'une histoire du développement à la façon de von Baer, voire avec les conceptions embryogénétiques sous-tendant le développement et la segmentation progressive des blastomères selon Remak. Bernard, citant Goethe, compare, oui, citant Goethe, il ne peut rien,
compare la nature à un artiste qui développerait, je cite, le dessin idéal d'une organisation encore invisible pour nous, qui a assigné d'avance à chaque partie, à chaque élément, sa place, sa structure et ses propriétés. Or, il ne s'agit pas là d'un énoncé répondant au constat d'un déterminisme scientifique, mais d'une proposition renvoyant à l'énoncé d'une loi qui se présente comme un postulat théorique. Cette loi pose la raison suffisante présumée de formations organiques. Celle-ci, excusez-moi, réplique des organisations antécédentes et se déploie à nouveau depuis des dispositifs créateurs inhérents aux structures élémentaires organiques, à partir donc des cellules embryonnaires, d'où origine le développement des divers organismes. 13e citation, quand on considère l'évolution complète de l'être vivant, évolution au sens de développement, on s'entend, on voit clairement que son organisation est la conséquence d'une loi organogénétique qui préexiste d'après une idée préconçue et qui se transmet par tradition organique d'un être à l'autre. Par ailleurs, des lois organotrophiques régissent les phénomènes, présumés régir des phénomènes, par lesquels se traduit l'exercice d'une telle puissance génératrice continue dans le développement progressif des diverses structures de l'organisme. Cette puissance génératrice s'affaiblit, comme on sait, au fur et à mesure qu'elle engendre des structures plus spécialisées, dotées de propriétés actives spécifiques de sécrétion, contractilité, voire sensibilité. Les tissus dits passifs et inférieurs, tels les tissus cellulaires, fibreux, cartilagineux, osseux, ont une capacité de régénération qui se manifeste en particulier dans les cas de greffe. Les tissus placés au sommet de l'organisme voient s'atténuer cette capacité régénérative au profit d'une activité fonctionnelle plus spécifique découlant de processus nutritifs propres à leurs éléments. Il est toutefois manifeste que les mêmes déterminations causales sous-tendent tous ces phénomènes d'organisation depuis l'élément plasmatique originel jusqu'aux éléments qui en sont issus, depuis les blastomères de l'embryon jusqu'au stade ultime de métamorphose cellulaire chez l'organisme adulte. 14e citation. Nous comprendrons sous la dénomination de phénomènes organotrophiques tous les phénomènes d'organisation, de nutrition ou de création organique chez l'embryon, le fœtus et l'adulte, parce qu'ils sont toujours soumis à une seule et même loi. Comme vous le savez, phénomène organotrophique, ça signifie qu'on peut en faire une analyse en termes de déterminisme. Cette conception unitaire des processus d'organisation fait présumer que même système de déterminisme en termes de mécanismes complexes restant à dévoiler contribue à la genèse de la morphologie des organismes et à l'ordonnancement séquentiel et harmonique de tous leurs processus internes, lesquels relèvent par ailleurs des lois morphologiques. 15e citation, les lois morphologiques résident donc non seulement à la construction du type extérieur de l'être vivant, mais elles régissent encore toutes les particularités de son organisation interne. S'agissant de lois effectives de l'organisation, de lois effectives à formuler, il s'impose de spécifier quelle relation causale ou conditionnelle ces lois sont appelées à représenter. Les déterminations causales en jeu tiennent pour une part à la continuité de l'élément plasmatique, protoplasme, à travers les séquences de génération cellulaire, ce qui suppose que des dispositions spécifiques à l'organisation protoplasmique et nucléaire se transmettent aux éléments constitutifs de ces séquences. Elles tiennent par ailleurs aux conditions physico-chimiques qui affectent la manifestation effective de ces dispositions. Ces conditions relèvent de la composition du milieu ambiant, essentiellement interne dans le cas des organismes complexes. Bernard note que les lois de l'organisation sont appelées, 16e citation, à expliquer leurs fonctions, celles des corps organisés, par la détermination qualitative de leurs propriétés. Les processus organisationnels et les phénomènes qui les expriment constituent des données d'expérience irréductibles à l'analyse en termes de simples composantes physico-chimiques, d'où la notion de qualitatif ici. Notamment parce qu'on ne peut fabriquer le vivant à partir de ces éléments purement matériels, comme on peut fabriquer des machines artificielles. Dans le même temps, toutefois,
il importe de connaître les conditions physico-chimiques dans lesquelles ces processus se réalisent et d'établir les liens rigoureux de détermination qui prévalent entre les propriétés physiologiques des éléments et les conditions matérielles de leur manifestation phénoménale. Ces conditions déclenchent, infléchissent ou entravent l'activité organotrophique des organismes et de leurs composantes organiques. Somme toute, les lois organotrophiques ou vitales, c'est l'expression qu'il utilise, autrement désignées comme lois spéciales de la physiologie, offrent un caractère hybride entre fondement théorique et contenu empirique, puisqu'elles réfèrent d'une part à un concept de pouvoir organogénétique attribué aux éléments en raison de leur proposition dispositionnelle, qualitative, d'autre part à des mécanismes physico-chimiques révélés par l'analyse expérimentale, suivant lesquels ces propriétés interagissent avec les constituants du milieu organique interne, interagissant avec les constituants du milieu organique interne, accomplissent leurs effets. C'est la 17e citation. Quand le physiologiste connaîtra les conditions physico-chimiques sous l'influence desquelles s'accomplit la loi vitale de création de la matière organisée, il aura résolu le problème spécial de la physiologie parce qu'il pourra prévoir, expliquer et modifier même les phénomènes vitaux qui ne sont eux-mêmes qu'un épanouissement ou un corollaire de cette loi organotrophique. Force est de constater que la physiologie cellulaire, j'arrive au terme. Non, mais comme on a commencé un quart d'heure en retard. Oui, bon, ça va. Et force est de constater que la physiologie cellulaire, telle que Bernard en conçoit la réalisation, dans le rapport, je précise, dans le rapport, postule un principe de création des formes organiques qui se situerait dans un au-delà des propositions de science. Il s'agit en quelque sorte d'un postulat métaphysique correspondant à l'idée du dessin d'organisation que la nature aurait accompli et dont elle assurerait le maintien par réplication des organismes au fil des générations. Ce serait en quelque sorte la raison suffisante postulée de la genèse des structures et processus observés et observables. Ceux-ci relèvent à cet égard de la morphologie, voire plus précisément de l'histologie cellulaire, pour ce qui est des données relatives aux organismes élémentaires. Ce postulat théorique pose un ordre téléologique présumé sous-jacent aux effets circonscrits, objet de l'analyse physiologique. C'est la 18e citation. La structure des organes et des tissus, en admettant qu'on la connaisse complètement, ne peut donner que la forme, c'est-à-dire les procédés de manifestation vitale, mais elle ne saurait jamais en faire découvrir la loi génératrice. Quand on considère l'évolution d'un être vivant, on voit clairement que l'organisation est la conséquence d'une loi organogénétique qui préexiste. Nous savons que l'œuf est la première condition organique de manifestation de cette loi. C'est un centre nutritif qui, dans un milieu convenable, crée l'organisme. Il y a là, en quelque sorte, des idées évolutives et des idées fonctionnelles qui se réalisent sous nos yeux. Ces idées sont virtuelles et les excitants chimico-physiques ne font que les manifester, mais ne les engendrent pas. Toutefois, à l'époque du rapport, Bernard conçoit de façon corrélative que la physiologie générale peut établir des lois organotrophiques et les valider expérimentalement. Ces lois doivent exprimer l'ordre d'enchaînement des processus par lesquels les cellules se développent et se transforment, engendrant ainsi les phénomènes correspondant à leurs propriétés physiologiques spécifiques. Quant à ces processus cellulaires, ils doivent s'analyser en dispositifs physico-chimiques actualisés dans les cellules. Celles-ci interagissent avec le milieu organique intérieur, assurent par ces mécanismes qui leur sont propres l'accomplissement des fonctions vitales et la préservation des équilibres métaboliques requis à cette fin. Somme toute, les lois organotrophiques régissent les mécanismes de la vie cellulaire, ou doivent régir les mécanismes de la vie cellulaire, ou peuvent régir les mécanismes de la vie cellulaire, et à ce titre, elles appartiennent au registre des hypothèses de science que l'on doit pouvoir soumettre à la vérification expérimentale. 19e citation. Le problème de la physiologie générale se concentre tout entier sur l'élément histologique parce que c'est par là seulement que cette science peut arriver à son but, qui est l'action sur les organismes vivants. Lorsque le physiologiste connaîtra exactement les propriétés et les conditions vitales de tous les éléments histologiques,
lorsqu'il saura quelles influences s'exercent sur ces éléments dans le milieu interne organique, quels sont leurs excitants normaux et anormaux, alors seulement il comprendra véritablement les mécanismes de la vie, alors seulement il pourra agir scientifiquement sur eux. Un petit mot de conclusion. Dans le chapitre consacré aux phénomènes d'organisation et de connexion organique dans le rapport, Bernard, s'inspirant des combinaisons et enchaînements des processus cellulaires par lesquels s'accomplit la fonction sécrétoire, envisage la possibilité de formuler des lois organotrophiques dans le cadre des développements à venir de la physiologie générale. Ces lois doivent être distinguées de la loi embryogénétique ou organogénétique. Celle-ci constitue en effet un postulat théorique relatif à l'avènement et à la reproduction des formes organiques au fil des générations, et à ce titre, elle ne peut être analytiquement réduite au déterminisme qui sous-tendent le sous-ensemble de phénomènes correspondant au processus de nutrition et de développement cellulaire. Par contraste, les lois organotrophiques peuvent relever de la physiologie cellulaire. Elles en constituent même l'objet de recherche le plus fondamental, même si au stade de développement du rapport, elles n'apparaissent que sous l'aspect d'hypothèse en attente de validation. Je vous remercie. Merci. Le micro pour Zoom, c'est celui-là. Hein. Oui. D'accord. Donc il faudra peut-être qu'on répète les questions pour que ce soit audible pour les collègues qui ne sont pas là. Alors, je vous en prie, on a du temps pour les questions. Pierre-Olivier? Oui, juste pour faire le lien entre ce que tu viens de dire en conclusion, l'idée que les lois organogénétiques étaient en attente de validation. Organotrophique. Organotrophique est en attente de c'est important parce que trophos, c'est la nutrition. Hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est la nutrition, mais c'est quand même lié à tout ce qui est histologique. N'est-ce pas? C'est lié à la connaissance histologique. Oui. Oui. Et donc, ça doit faire le lien avec ta première citation qui t'avait étonné à propos des hémiphiles. Qui disait que Bernard avait parmi ses titres de gloire d'avoir créé cette physiologie. C'est la profession d'admiration sans borne dénivelée pour le grand physiologiste, n'est-ce pas? C'est un des plus beaux titres de gloire de Claude Bernard que d'avoir créé cette physiologie cellulaire, base de la physiologie générale. Alors, peut-être qu'il y a certainement un élément d'admiration, mais est-ce que c'est pas aussi parce que 40, 50 ans entre l'éducation et l'idée? Et peut-être que donc dans ce laps de temps, justement, l'histologie s'est constituée, la théorie cellulaire a mûri, et donc on n'est plus au stade d'hypothèse, mais véritablement de connaissance aussi dans ce domaine. Ça, c'est un gros problème parce que, évidemment, je n'ai pas du tout traité dans cet exposé de ce que deviennent ces thèses lorsqu'elles sont abordées dans les leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et végétaux. Et effectivement, c'est comme si l'espoir de formuler ces lois était devenu plus évanescent. Hein? On peut dire ça comme ça. Mais encore là, je crois que jusqu'à un certain point, même en vertu d'une position plus sceptique, disons, de la part de Claude Bernard énoncée dans les leçons sur les phénomènes de la vie, je crois qu'il reste l'idée qu'il y a une certaine portion des phénomènes morphogénétiques qui peut faire l'objet, jusqu'à un certain point, d'une étude de type expérimental. Et à certains égards, notre ami Barbara, ce matin, nous a dit que c'était vraiment ce que, d'une certaine manière, Bernard supposait que ses disciples, ses élèves, ses amis allaient faire une histologie expérimentale, je veux dire. Et donc, jusqu'à un certain point, et probablement une embryologie expérimentale aussi, jusqu'à un certain point. C'est en fait ce qui s'est passé. Je veux dire, tu as parfaitement raison. Dans les 40 années qui ont suivi, on a Roux, Drich, etc., ce que Ghislain connaît beaucoup mieux que moi, qui ont voulu précisément faire de l'embryologie expérimentale. Et juste peut-être pour poursuivre là-dessus, mais tu as parlé de nutrition dans quelques-unes de
Mais je suis persuadé que Gley se réfère plus au rapport qu'aux leçons quand il affirme cela. Et ça, c'est intéressant. On peut se demander à quel grand texte de Bernard X, Y se réfère quand il en parle 30 ou 40 ans plus tard. Peut-être juste pour, avant que tu reposes la deuxième question, en fait, Eugène Gley, donc là, tu tires la citation du traité élémentaire de physiologie, mais il faut savoir que Eugène Gley a été... pardon Gley. Bon, je ne sais plus, enfin, Monsieur Gley. Il était président de la Société de biologie, et en fait, il a rédigé le texte pour le cinquantenaire de la Société de biologie en 99, et qu'en fait, ça, c'est une réécriture de ce texte anniversaire. Donc, il y a un contexte qui est très particulier de Claude Bernard, président de la Société de biologie, dans le cadre de cette Société de biologie, qui a fait peu de place à la théorie de l'évolution. Voilà, donc, en fait, ta question, elle amène énormément de remarques historiographiques pour comprendre d'où parle Eugène ou Émile Gley. C'était juste une remarque. Non, mais c'est absolument vrai. C'est la commémoration du 50e anniversaire de la Société de biologie. En fait, qui est le point de départ. L'autre fois, ce n'était pas vraiment une question qu'une remarque sur la fréquence du terme nutrition ou nutritif qui est apparu aussi dans ton exposé. Ce matin. Lorsque Bernard parle d'un centre nutritif. Oui, alors c'est une partie que j'ai escamotée dans mon exposé, mais effectivement, il dit explicitement qu'il considère le noyau de la cellule comme étant un centre d'activité nutritive et que le centre interagit, le noyau interagit avec le protoplasme dans cette fonction de, disons, nutritive, créative, destructive, si vous voulez, destructive, créatrice, et que c'est explicitement dit. Or, évidemment, l'exposé de 1878, qui juxtapose d'une certaine manière théorie cellulaire, théorie protoplasmique et théorie plastidulaire, tente à brouiller les cartes, là, je veux dire, et ça devient moins évident. Merci. Oui. Merci François. Moi, j'avais des questions concernant la notion de loi contemplative. Parce que tu dis finalement, loi contemplative, on est en mesure d'appréhender une sorte de dessin. Oui. Oui. Et ça m'a fait penser parce que je ne sais pas si dans les cahiers, mais à un certain moment, il associe, disons, les sciences contemplatives, par exemple, à l'astronomie. Hein, oui. C'est là où on n'expérimente pas. Là où on n'expérimente pas. Donc, disons, la saisie d'une sorte de finalité ne serait pas propre aux lois contemplatives, mais plus, dans le fond, aux lois, disons, morphologiques ou organotrophiques, voire la vie. Donc, OK. Donc, ça, c'est... et ça, c'est quand même assez intéressant parce que là, avec la citation de Goethe, si on associe loi morphologique et finalité, j'ai l'impression qu'on a quand même chez Bernard, et là, la revalorisation de la morphologie dans les leçons, selon moi, témoigne d'une sorte de ce que Philippe Humann appelle l'herméneutique de la nature chez Bernard. C'est-à-dire qu'on a finalement, donc c'est pas de la science positive comme telle, mais ça reste quand même une sorte d'interprétation d'un ordre finalitaire dans la nature, à travers la nature vivante du monde. J'entends. Donc, bref, je vais travailler sur ces notions-là pour une autre fois. Mais j'avais une autre question. Ah oui, c'est ça. Donc, concernant donc, dans le fond, mon exposé aujourd'hui, il est basé essentiellement sur des rapports. Absolument. Et, je ne le conteste pas. Et oui, c'est ça. Et tu serais d'accord avec moi pour dire que dans les rapports, il y a quand même une intention de réduire les lois morphologiques à des lois organotrophiques. Donc, c'est pas si clair que ça. Tu vois, l'idée de ramener l'ensemble de la morphologie disons, à une méthodologie de type expérimental, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, parce que a priori, c'est impossible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, c'est comme s'il y a deux analyses possibles pour un certain nombre de phénomènes disons, liés au développement. Une analyse
qui va nous mener à des lois effectives et une analyse qui va se limiter à des lois contemplatives. Je pense qu'il y a un dédoublement comme ça. Oui. Moi, c'est ce que je ressens en lisant ce texte, en disant d'une certaine manière, la loi qui explique causalement la production même des organismes, c'est une loi de type contemplatif, c'est la seule chose qu'on peut faire, mais dans la façon dont elle se réalise dans l'ordre des phénomènes, là, il y a place pour des analyses qui visent à faire ressortir un certain nombre de déterminismes. Disons, l'accès et la modification des conditions de manifestation, les conditions matérielles de manifestation, c'est très limité. Phénomène, mais si on y a accès, on est en mesure à la limite de créer de nouvelles espèces, possiblement, ou de transformer comme ça des espèces, d'aller, cet accès ne fait-il pas en sorte qu'on a aussi accès à la connaissance expérimentale de ces lois? Mais jusqu'où peut-on aller dans cette possibilité de modification? Hein? La question n'est pas... Autrement dit, la voie est ouverte. Et manifestement, il tient à ce qu'elle soit ouverte. Et en même temps, je pense qu'il n'envisage pas qu'on puisse aller au-delà d'une certaine mesure dans cette étude, disons, positive des processus de développement. Tu dis que la voie est ouverte. Moi, je trouve que c'est, à la limite, c'est un peu un euphémisme dans la mesure où j'ai l'impression qu'il considère vraiment, même à certains passages, que c'est l'avenir de la physiologie. Il se trouve dans la découverte des lois organotrophiques. Finalement, on va avoir accès à l'ensemble des lois. Là, il faut regarder le texte de près et puis jauger le degré d'optimisme de la part de Claude Bernard. Par exemple, dans la page 113 dans le rapport, en modifiant les milieux intérieurs nutritifs et évolutifs et en prenant la matière organisée en quelque sorte à l'état naissant, on peut espérer changer cette direction évolutive et par conséquent son expression organique finale. Je pense en un mot que nous pourrons produire scientifiquement de nouvelles espèces organisées, de même que nous créons de nouvelles espèces minérales. C'est-à-dire que nous ferons apparaître des formes organisées qui existent virtuellement dans les lois organogéniques, mais que la nature n'avait point encore réalisées. C'est ce qu'il dit quand il parle de la chimie organique. Il dit que les espèces que créent les chimistes existent virtuellement. Mais regarde, qui existe virtuellement. Oui, c'est ça. Je vous renvoie à mon article. Oui. En fait, je pense que là, François, on a un point de désaccord. Moi, je pense que dans le rapport de 67, il va très très loin, comme vient de le rappeler Cécilia, et que en fait, il pense même à fonder la physiologie sur la morphologie. Donc, non seulement la morphologie serait expérimentable, mais elle serait même le socle théorique de la physiologie. Et il a des assertions extrêmement fortes. Cécilia vient d'en donner une, mais il y en a d'autres. Et ce qui est un peu déroutant dans ce rapport, je rappelle sa structure, hein, 2/3 de corps de texte, 1/3 de notes de bas de page. Et dans les notes de bas de page, il va plus loin. C'est pas des notes de bas de page, c'est des notes de fin. Notes de fin, pardon. Et dans les notes de fin, il va plus loin que dans ce qu'il dit dans le texte. Et si on prend le texte intégralement, en fait, il va dans cette direction-là. Et donc, moi, j'avais une question pour François et pour Cécilia. Moi, comme je comprends ça, c'est que la nutrition vitale en 1867, elle est morphogénétique, et en 1878, elle ne l'est plus. Ça, je pense que tu as raison. Moi, je pense que ce qui me semble apparaître en 78, c'est qu'en ce qui concerne la synthèse organique. Je parle pas de... Oui. Non, tu vois ce que je parle de la synthèse morphologique. Oui, mais la synthèse morphologique, elle est exclue. En 78, elle est en dehors du champ de la science expérimentale. Ça, c'est de la physiologie générale. Mais je dirais alors qu'il n'y a aucune différence possible en ce qui concerne la connaissance de la synthèse organique et la connaissance de la fonction comme destructrice en 67, il y a une différence en 78.
Toi, Cécilia, tu étais un peu moins d'accord avec ma proposition. Parce que j'ai l'impression que la nutrition en 67, c'est un ensemble de phénomènes organisateurs sur lesquels l'expérimentateur peut agir. Ça ne change pas en 78. Oui, mais la puissance de la nutrition. Je ne pense pas qu'elle soit, morphogénétique en 67. Je pense que c'est un ensemble de phénomènes qui va agir, à partir desquels on peut agir. Il pense qu'on peut agir sur la morphogenèse en 67. Mais par la nutrition. Par la nutrition. Par la nutrition, non, c'est clair. Mais elle n'est pas je ne pense pas qu'elle change de statut. Et en fait, s'il y revient tout le temps, c'est-à-dire que la nutrition est une génération continue. Et ça ne change pas, je crois, pour Bernard. Oui, mais alors, si ce n'est pas la nutrition qui est morphogénétique. Je pense que c'est les lois, c'est la possibilité d'agir. Comment dire je pense que c'est la morphologie qui devient inaccessible, mais c'est pas la nutrition. Je pense que la nutrition ne change pas de statut. Je pense que c'est la genèse des formes. C'est la genèse des formes qui change de statut entre les deux. Mais je pense qu'il faudrait argumenter davantage. Mais... Alors, on a encore le temps pour une question, Emmanuel. Parle assez fort, Emmanuel, parce que. Mais est-ce que tu dirais, ou est-ce que je me trompe complètement, que le référent empirique du radical physiologique après 70, et notamment en émotion sur le phénomène, c'est le protoplasme? Écoute, moi je dois dire que j'ai pas mal travaillé sur cette typologie des trois théories là que j'ai. On peut les interpréter en imaginant que c'est une séquence temporelle et en même temps que la théorie plastidulaire a remplacé la théorie protoplasmique, ce qui est strictement inconcevable, et que la théorie protoplasmique a pris la place de la théorie cellulaire. Premièrement, moi, ce n'est pas ma conception, parce que, à mon avis, les conceptions protoplasmiques, c'est ce qu'on évoque comme des théories protoplasmiques, entrent dans le cadre de ce que moi, je considère comme étant la théorie cellulaire. C'est des phases d'évolution de la théorie cellulaire qui ont amené l'insistance sur le protoplasme. Vous pouvez reliser les textes, vous verrez que chaque fois, Bernard dit oui à l'extrême limite, et comme une sorte de limite extrême, littéralement, on peut concevoir le protoplasme nu, comme disait ce matin Ghislain, dans la question à Cécilia, mais dans la réalité, la forme est toujours présente. La forme est toujours présente, et même si on veut que la théorie plastidulaire joue un rôle effectif, les plastidules sont des éléments générateurs de forme. Et donc, on n'en sort pas d'une certaine manière. On ne peut pas dire qu'il a liquidé la cellule et qu'il l'a remplacée par le protoplasme. Ce n'est pas vrai, je veux dire. Et en plus de ça, continue en 78 disons, de faire des variations sur le thème de l'organisme élémentaire qu'il a pointé à Beuke. Il revient encore sur cette notion. Et la notion de l'organisme élémentaire, c'est une notion, évidemment, d'une entité protoplasmique, mais qui comporte une pluralité d'organites qui détermine sa morphologie. Il y a une morphologie cellulaire. On ne peut pas faire abstraction de la morphologie cellulaire. La recherche porte sur la morphologie cellulaire. Les principales recherches dans ces décennies-là portent sur la morphologie cellulaire. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Emmanuel. Je ne sais pas. J'ai le sentiment que c'est un mot phrase cellulaire quand on parle de radical physiologique. Ah oui. Ce terme de ne sont pas les termes de morphologie. Non, alors, la métaphore, elle est où? Elle est ou linguistique ou chimique? Oui, elle est linguistique. Elle est chimique, fondamentalement. C'est un élément qui permet justement de former les mots en morphologie, etc. Et voilà, ce ne sont pas des termes de morphologie en tant que tel. Et dans le protoplasme, c'est pareil.
ça renvoie à la théorie cellulaire, le plasma germinatif, le blastème, c'est la même forme. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on utilise ce terme de protoplasme pour qualifier quelque chose qui est en deçà de la forme. Et c'est pour ça que, à chercher un élément empirique qui serait désigné par ce concept pour l'instant vide, ce signifiant flottant, là, le radical physiologique, donc pourquoi pas le. Ah, voilà, ça m'aurait séduit, ça fonctionne aussi simplement. Mais je vois bien que tu résistes à l'idée de déspécifier le protoplasme de ses équivalents plastidules et autres concepts beaucoup plus morphologisants. Merci beaucoup, François.